que c'est une science qui va leur permettre d'apprivoiser un petit peu le milieu scientifique et surtout le langage. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, tous les parents là, qui ont des enfants qui connaissent les noms de dinosaures, ils ont déjà des petites notions de langue gréco-latine, ce qui est plutôt pas mal. Et je leur conseille justement pendant leur formation au collège, de mettre au latin, parce que ça va beaucoup les aider. Parce que dans les termes, les noms scientifiques des espèces animales, par exemple, on utilise des termes gréco-latins. En règle générale, il y a des exceptions. On rajoute d'autres termes qui sont d'origine très diverses. Ça peut même des langues autochtones. Par exemple, ça peut être en plein milieu de la jungle, en plein milieu d'un désert, on va utiliser l'étymologie du mot. Souvent, ça va être une localité de ce pays. N'est-ce pas, mon cher? Ah oui, d'ailleurs, avant de commencer la conférence, je vais déjà me présenter. Donc, moi, c'est Guy Manon Baron, je suis paléontologue au sein de la société Graines de Savoir, je suis indépendant. Et c'est moi-même qui ai justement permis cette exposition dans la médiathèque de Harel. Donc, c'est ma collection personnelle. Alors, dans cette collection personnelle, juste petite info, il y a du vrai. Parce que souvent on me pose cette question, est-ce qu'il y a du vrai, est-ce qu'il y a du faux? Alors pour moi, il n'y a ni du vrai ni du faux, parce que même ce qui est soi-disant du faux, c'est du moulage. Donc c'est de la réplique exacte, ça a été fait dans des laboratoires, donc on fait des moules et on fait des reproductions à l'identique des pièces originales. Par exemple, je ne sais pas s'il y en a qui ont visité le Muséum d'Histoire naturelle de Paris. Et ben, le Muséum d'Histoire naturelle de Paris, tous les ossements que vous avez, par exemple, dans la galerie d'évolution et de l'anatomie comparée, donc bâtiment Cuvier, lorsque vous arrivez de la gare Austerlitz, pour ceux qui connaissent, donc l'entrée du muséum, vous avez même un mammouth et un magnifique stégosaure reconnu, un petit peu vieillot, mais j'aime beaucoup. J'aime ce style un petit peu vintage. Donc à l'entrée du muséum, la plupart des ossements de dinosaures que vous voyez dans la galerie, ce sont des moulages. Même dans les musées, c'est des moulages. Les originaux, généralement, ils sont dans les sous-sols ou dans les bureaux, dans les laboratoires, où ils ont plein d'immenses armoires. Alors, fois, c'est vieillot, ça peut être des armoires en bois. Fois, ça peut être des grosses armoires métalliques avec des vérins. Je sais pas si tu as déjà vu ça. Des gros vérins hydrauliques. Donc, ça peut être ça. Et donc, ils sont précieusement conservés. Donc, même dans les musées, ce que vous voyez, c'est déjà du moulage. Et là, vous avez de la chance que dans le lot, il n'y avait pas que du moulage, il y avait également de l'original. Voilà pour la petite info. Et autre petite info, vous voyez qu'aujourd'hui, je suis accompagné. À côté de moi, j'ai donc Nicolas, qui est youtubeur et qui a sa chaîne qui s'appelle PaléoWorld. Donc, il fait partie d'un collectif de youtubeurs de vulgarisation scientifique et entre autres là sur la paléontologie. Donc, ils peuvent autant parler même de géologie, de géologie en règle générale, l'histoire du vivant et même l'histoire de certains groupes d'animaux et d'espèces à travers les âges géologiques. Donc, ça peut partir de 3,8 milliards d'années, parce que je ne sais pas si vous avez pris ça encore, que ça a beaucoup changé. Et maintenant, on est arrivé à 3,8 milliards, voire peut-être voire plus. On a des traces apparemment pas d'isotopes, mais on a des traces de vie fossiles, alors pas véritablement les fossiles des organismes, des traces d'activité biologique qui seraient peut-être antérieures à 3,8 milliards d'années. On pourrait même dépasser les 4 milliards, mais ça reste à vérifier. C'est une hypothèse, vraiment, on a plusieurs indices qui pourraient nous amener à plus loin. Et par contre, en organisme organisé, genre pluricellulaire, on arrive à peu près à... Oui, c'est qu'un tu pensais à la folie d'état, peut-être. Non, là, on est vraiment sur l'explosion. Non, parce qu'il y a vraiment des colonies. Oui, avant, mais c'est 2 milliards, je crois. 2 milliards d'années. Alors, quand on parle de colonies, c'est pas véritablement encore des animaux. On est sur des organismes, sur des cellules qui vont se regrouper et qui vont avoir un cycle et une vie en commun, qui vont faire des fonctions proches d'un organisme. On n'est pas véritablement sur un organisme propre. C'est surtout des colonies d'organismes. De ces colonies d'organismes unicellulaires qui font penser à un animal. C'est pas encore un animal, c'est non plus encore un végétal. Donc voilà. Et donc Nicolas qui sera avec moi. Alors par moment il pourra justement participer là pendant ma conférence, mais également à la fin. La conférence va durer. Là, moi je peux recommencer. Débuter maintenant, là, de 17h jusqu'à 18h. Après, je laissais un petit moment, à peu près entre 18h et 18h30 pour les questions.
n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, vous inquiétez pas, ça va pas être forcément super technique. Je vais quand même rentrer dans quelques détails, parce que je vous ai dit, hein, la paléontologie, c'est une science sérieuse. C'est pas cantonné seulement aux enfants. Mais je peux vous dire que dans le lot des enfants qu'il y a ici, je suis sûr que beaucoup de termes que je vais utiliser ici, ils le connaissent aussi très bien. Donc, de quoi je vais vous parler ce soir? Voilà. En cette fin d'après-midi, je vais vous parler le repas des dinosaures. Alors, c'est quoi le repas des dinosaures? J'ai voulu faire une conférence qui vous parle un petit peu de l'alimentation des dinosaures, qu'est-ce qu'ils mangeaient, clairement, et comment on a pu en déduire cette alimentation. Comment on sait que tel animal mangeait ça, et tel animal mangeait autre chose. D'avoir quels sont les indices. Parce qu'à votre avis, les indices, c'est aussi une petite interlude. Quand je fais des conférences, c'est pas un monologue. Enfin, pour l'instant, ça a été un monologue. Mais quand je fais une conférence, vous verrez bien, je vais souvent vous poser des questions. Je vais vous donner des indices et je vais vous poser des questions. Je vais vous faire participer. D'accord? Et c'est le principe que si je vous fais participer, si vous avez votre propre réflexion sur la chose, vous allez d'autant plus pouvoir interpréter et retenir ce que vous avez pris ce soir. Et c'est mon but. D'accord? Alors je sais que d'apprendre ce que mangeait le dinosaure ne va pas vous aider à aller à faire la soupe ce soir, ou même de préparer vos vacances, votre prochaines vacances d'été. Je suis tout à fait d'accord. Ça va aussi vous aider à aller au boulot le lendemain matin. Ça aussi. Mais je pars du principe que mieux connaître son environnement et son histoire, c'est aussi mieux l'appréhender et mieux prévenir le futur. Et mieux comprendre les changements que nous avons connus antérieurement, mais que nous connaissons actuellement et même postérieurement, ce qu'on commence à voir à l'heure actuelle. Puisque je ne sais pas si vous avez déjà entendu, on est à l'heure actuelle dans la 6e grande extinction de masse. Il y en a une autre derrière. Donc on sait très bien. Non, on ne connaît pas tous les aboutissements et tous les indices qui nous permettent de savoir quelles sont les causes de ces crises. D'accord? Mais c'est important de connaître notre histoire, de connaître aussi l'histoire de la biodiversité et l'histoire de ces animaux. Parce que même si aujourd'hui on se trouve les surpuissants de notre planète à l'heure actuelle, parce qu'on a su la modifier à notre image, parce qu'il ne faut pas se leurrer, l'homme a su quand même modifier son environnement. C'est même une des seules espèces qui est capable de modifier son environnement à lui-même, alors que la plupart des espèces, c'est l'inverse. Elles vont se modifier pour s'adapter à son environnement. Nous, on modifie notre environnement pour qu'il s'adapte à nous. Alors, d'autres espèces qui le font. Est-ce que vous en connaissez? Des espèces animales qui sont capables de modifier l'environnement pour qu'il s'adapte à eux. Il n'y a pas que l'homme. Allez, je vous aide. Un animal qui a une queue toute plate. Bien joué, le castor. Le castor, pour adapter l'environnement à lui, il est capable de dévier et même de fabriquer des barrages. Là, il modifie son environnement. On peut même dire que certaines colonies de fourmis peuvent aussi modifier son environnement et même faire des colonies d'autres animaux pour pouvoir les élever et pouvoir se nourrir. Un peu comme l'homme. Donc l'homme n'a rien inventé. Sauf que, à notre échelle, c'est quand même plus. On va revenir sur nos dinos. Alors, qu'est-ce que mangeaient les dinos? Est-ce que tu peux me faire passer d'un peu? Je sais pas si ça fonctionne avec le stick. Je vais essayer. Peut-être que ça va fonctionner, mais c'est pas sûr. Non, ça marche pas. Donc, alors, là, je vais vous montrer un petit peu le déroulé de la conférence. En premier, les premières découvertes. Et on verra les premières découvertes des dinosaures et voir aussi à quoi ils ressemblaient. À l'époque, savoir que les dinosaures ont été véritablement décrits, nommés et découverts, on va dire, pendant le 19e siècle. On a eu des trouvailles bien antérieurement, mais on avait des interprétations genre mythes et légendes, licornes, dragons et tout le tintine. Par contre, véritablement des dinosaures, c'est véritablement au cours du 19e siècle. Après, nous verrons aussi la classification simplifiée des dinosaures. Alors, classification simplifiée, on va voir à peu près les grosses familles de dinosaures. Je ne vais pas aller dans les détails, vraiment je vais vous perdre. J'espère que je ne vous ai pas déjà perdu. Donc ça va? Ça va? Oui. La morphologie est dedans de théropodes. Alors, les théropodes, c'est les dinosaures carnivores. On verra leur morphologie et justement, c'est grâce à leur morphologie qu'on a pu savoir qu'est-ce qu'ils mangent. De la viande. La viande? Qui c'est qui a dit de la viande? Et j'ai dit quoi, les théropodes? Est-ce que j'ai dit carnivore? Tiens. Non? Ah bah c'est bien. Qui c'est qui a dit viande? Tu connais donc les théropodes? Oui? Très bien. Vous voyez, je vous ai dit,
Ils connaissent très bien les termes. Donc morphologie, donc théropodes, et après les stratégies dinosauriennes. Alors c'est quoi les stratégies dinosauriennes? Même mon cher ami Nicolas, quand je lui ai donné ce titre, il me dit « c'est quoi cette chose ?» Alors vraiment, c'est les stratégies qui a été mis en place par leur leur évolution, tout simplement, leur modification, leur mutation, qui ont permis à une certaine fonction masticatoire, de digestion chez les dinosaures. Vous verrez, ce sera plus simple tout à l'heure. Les insectes et les dinosaures. On verra aussi qu'il y a une forte relation entre les insectes et les dinosaures, surtout leur évolution. Les insectes ont eu un fort impact sur l'évolution des dinosaures. Et après, nous verrons l'alimentation des dinosaures contemporains, puisque nous verrons que les dinosaures n'ont pas totalement disparu, ils sont encore bien présents aujourd'hui. Bon, tout le monde est prêt? On peut commencer? Allez, c'est parti, nous allons sur les premières découvertes. Alors, les premières découvertes, entre autres, il y a, alors je ne sais pas si vous voyez bien, ça c'est une mâchoire, c'est un dentaire. Dentaire, c'est la partie inférieure de la mâchoire. Et c'est cette partie-là. Alors il faut savoir que chez les reptiles et surtout chez les dinosaures, sur la mandibule, il y a plusieurs os. Nous n'avons plus qu'un os, nous avons juste un dentaire, tout simplement. Eux, ils ont le dentaire, le surangulaire, l'angulaire. Alors, tous ces os-là vont se modifier lors de l'évolution. On les a eus aussi. On a eu tous ces os dans la mâchoire. Sauf qu'ils se sont modifiés et ils ont migré. Et vous savez où ils ont migré? Les os de l'oreille interne. Eh bien, les os de l'oreille interne, c'est tout simplement les os d'une partie de la mâchoire des reptiles et également des dinosaures. Mais là, nous avons le dentaire que nous avons également, et qui nous sert également encore de mâchoire. Donc là, nous avons un dentaire, et là, qu'on peut le voir, c'est un dentaire de... Alors, monsieur va nous dire de quel type de dinosaure? De crocodile, tu es sûr? Ah non, c'est un dinosaure. La famille des dinosaures carnivores, donc des théropodes. C'est ça, des théropodes. Donc la famille des théropodes. Alors, on ne connaissait que ça de cet animal. Donc pas grand-chose. Juste que c'est justement Buckland, donc un naturaliste de l'époque. Déjà, Buckland avait une fâcheuse tendance à aimer manger tous les animaux qu'il étudiait. C'était assez rigolo. Alors justement, celui-là, il n'a pas forcément bien mangé, parce qu'il ne restait pas grand-chose dessus, tout le monde est bien d'accord. Mais lui, Buckland avait tendance à manger tout ce qu'il étudiait. Donc il a mangé des tigres, des pans, des animaux exotiques, des caïmans, des crocodiles, à peu près. Et notre cher Buckland a étudié ce spécimen-là. Alors avec le peu d'informations qu'il avait, il en a déduit, avec un autre paléontologue qui s'appelle Sir Richard Owen, il en a déduit que cet animal-là ressemblait à ceci. Moi personnellement, alors tout le monde rigole, même des paléontologues en rigolent aujourd'hui quand on voit ça, mais moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Parce que quand on irait, avec le peu d'informations qu'ils avaient, juste une mâchoire, réussir à constituer ça, parce que là ils sont bons. Hein. Qu'est-ce qui est bon dans cette représentation? Déjà la tête pour moi, ça va. Nicolas, qu'est-ce qu'on en pense? La tête. Par rapport à ce qu'ils avaient comme fossile, oui, ça va. Posture. Il n'était pas quadrupède, mais là d'accord. Mais les membres érigés. Alors que la plupart des... Vous avez déjà vu un lézard, un reptile, un crocodile. Oui. Ils sont droits sur le sol? Non. Non, ils sont comment? Ils sont semi-érigés ou rampants. D'accord? Là, on a un animal droit. Et on sait aujourd'hui que la majorité des dinosaures étaient érigés. Donc, avaient des membres droits. Donc là, déjà, bonne reconstitution. C'est plutôt pas mal avec le peu d'informations qu'ils avaient. Et en plus, ils leur retournent tout de suite ceux qui étaient carnivores. Et là, les proportions, la taille, bon, malgré que là, je pense qu'il a un petit peu abusé de graisse saturée, hein, il était un peu plus fin que ça quand même. Mais dans les proportions, au niveau de la taille, on est plutôt pas mal. Alors là, c'est vrai que vous n'avez pas d'échelle. Alors, j'ai pas été les voir, j'ai pas eu la chance de les voir. C'est au Crystal Palace. Ces animaux-là, si on met un homme à côté, on arrive ici. Ils sont à peu près la taille de cet animal. C'est quand même pas mal. Et le mégalosaure, il ressemblait à ça. Ouais. Bon, il y a quand même une différence entre ça et ça, je suis tout à fait d'accord. Mais avec le peu d'informations, je trouve que c'est pas mal. Et en plus, cette idée de mégalosaure quadrupède, elle a vite disparu. Hein. Parce que déjà, parce que ça a été nommé dans les années 1830, je crois. Le terme dinosaure, c'est dans les années 1850. Ouais, mais pour Bucklandy, c'est ça? Dinosaure Bucklandy. Et par contre, le terme dinosaure, c'est dans les années 50, avec Richard Owen. Voilà. Mais non, mais le repas dans l'iguanaison.
C'est dans les années 50, avec les statues de Hawkins. C'est ça, Hawkins. Donc là, les représentations là qui ont été faites, c'est à peu près dans les années 50, 1850, hein, 1950. On va pouvoir passer. Et là, alors, carnivore, là on a un autre type de dinosaure qui a quasiment été découvert en même temps. C'est l'iguanodon. Alors, que veut dire iguanodon? Allez, levez la main, n'hésitez pas. Iguanodon, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, au fond? Dent d'iguane. Alors, don, hein, c'est dent. Iguane, hein, on n'a pas été chercher loin. Dent d'iguane. Il faut savoir que ces dents étaient... Alors, je vais le montrer après, c'est une petite histoire, c'est rigolo. Ça a été découvert par un docteur, un médecin britannique. On reviendra sur les détails de la découverte juste après. Et tout de suite, il a fait l'homologie entre ces dents qu'il a découvertes et les dents d'iguane. Il a tout de suite qu'il y avait une ressemblance étrange entre les dents d'un iguane actuel et les dents de cet animal fossile. Sauf que la taille n'est pas la même. Une dent d'iguane, ça fait cette taille-là. Ça, c'est cette taille-là. Forcément, les proportions ne sont pas les mêmes. Donc, c'est dit, lui, il devait avoir une taille colossale. Donc, il a étudié un petit peu le spécimen et il en a déduit ceci. Alors, je ne sais pas si vous voyez l'animal. Alors, bizarrement, on voit très mal, mais là, il y a une petite corne sur le nez. La petite corne sur le nez, apparemment, c'est une sûr, c'était pas sur le nez, c'était ici. On le voit bien, c'est un éperon au niveau du pouce. Alors après, l'utilité, on la connaît pas. Hein. Vous dire précisément à quoi ça servait, c'est de l'extrapolation, je peux pas vous le dire. C'est une hypothèse. Or, les hypothèses, c'est soit ça l'aidait à se nourrir, peut-être gratter des racines, chercher du tubercule, se battre entre mâles lors des périodes de parade, se défendre contre les prédateurs, on la connaît pas. L'utilité précise de cet éperon sur son pouce, on la connaît pas. Par contre, tous les membres de sa famille, qui sont c'est des iguanodontidés, il y a plusieurs espèces, plusieurs genres, et ben ils ont tous ce caractère. Alors plus ou moins grand selon les espèces, mais ils l'ont. Donc il y a forcément une utilité. Hein. C'est clair que dans l'évolution, dès qu'il y a un caractère, il n'est pas forcément utile, mais là, vu qu'on le retrouve chez quasiment tous les taxons de cette famille-là, donc tous les représentants, c'est de vulgariser un peu le propos, tous les représentants, forcément, c'est qu'ils devaient forcément avoir une utilité. Le pourquoi du comment, ça je pourrais pas vous dire, on n'a jamais fini l'iguanodon. Et on pensait qu'il ressemblait à ça. On a vu qu'il avait dans des iguanes, l'iguane il mange quoi? La viande. Non. Une herbe, des feuilles. Une feuille, ouais, génial, mais plus détaillé. Frugivore, il peut manger il peut manger les insectes aussi. Il est un peu omnivore, mais il va manger plutôt il est phytophage. Hein. Il va manger des plantes. Donc là, on a un animal qui est plutôt quoi? Végétarien. Ouais. Je dirais même végétalien. Il ne mangeait pas de viande, je pense. Donc c'était un dinosaure végétalien, notre cher iguanodon. Let's go. Ah. Alors voici les premiers découvreurs de dinosaures et les premiers qui ont véritablement donné des noms à ces animaux-là. Donc, je vous ai dit Buckland, vous le voici. Là, nous avons Sir Richard Owen qui a donné le nom dinosaure. Donc, dinosaure qui veut dire quoi? Levez la main, tiens là, je vais rigoler. Ah, je vois toujours les mêmes mains. On va voir si c'est bon. Monsieur. Les argents. Oh, bien. On a presque le bon terme. Pourquoi? Parce que bien souvent, lorsque je demande aux gens, et même dans les vieux bouquins, on l'a en plus cette explication, dinosaure, ça veut dire terrible lézard, ou terrible reptile. Ce qui est faux. Faux. Littéralement, étymologiquement, on pourrait dire que c'est ça, oui. Dino, ça vient de terrible, dinos. Osauriens, c'est lézard. Lézard terrible, oui. Mais sauf que Sir Richard Owen, donc ce spécialiste-là, l'un des premiers paléontologues spécialistes dinosaures, et même l'un des tout premiers paléontologues, il a décidé de nommer ces animaux dinosaures, pas pour exprimer le côté terrifiant, terrible de ces animaux, mais tout simplement parce que c'est des animaux terriblement grands. Vous avez vu que les deux premiers spécimens, encore il y en a trois, il y a Elaiosaurus, alors je ne vous l'ai pas montré, c'est une sorte... si je dis tortue, j'aime pas trop ça. Ouais, un tatou, encore. Ouais. Vous voyez un tatou? Bon, imaginez un croisement entre un tatou et un crocodile, bon, ça paraît comme improbable, hein, mais bon. Un croisement entre un tatou et un crocodile qui mesure plus de 5 mètres de long. Bon, c'est un peu ça, avec plein d'épines sur le corps. Les ankylosauridés, pour ceux qui connaissent.
Je suppose qu'il y en a qui connaissent l'ankylosaure là, non? Oui, moi je m'en fais. Ankylosaure, voilà, c'est ces gros dinosaures qui ont une grosse cuirasse sur le dos. Alors, j'aime pas dire carapace, parce que c'est pas une carapace, c'est vraiment des ostéodermes, comme les crocodiles. Vous voyez les crocodiles, quand vous les touchez, je sais pas si on a pas eu la chance de toucher. C'est rigolo d'ailleurs. Alors, les crocodiles, ils ont des ostéodermes, pareil, ils ont des os sous la peau, qui constituent leur peau. Et ben, l'ankylosaure, c'était la même chose, mais en 10 fois pire. Parce que c'était vraiment un char d'assaut. Pour vous dire, il avait même des paupières faites d'os pour le protéger. Ah, c'était le char d'assaut. Et vous doutez bien à quoi ça lui servait. À se protéger contre les prédateurs. Et vu que l'animal il mesurait déjà 5 mètres, à mon avis, ces prédateurs, ils mesuraient pas 20 cm de haut. C'était de gros bestiaux. Donc voilà pour la petite histoire. Donc là, Saurier Owen qui donne le nom aux dinosaures parce que c'est un animal terriblement grand. Et là, on va rendre à César ce qui est à César. Gideon Mantel, Marie-Anne Mantel. Pourquoi je mets les deux? Parce que pendant des années, ça c'est un petit combat féministe, pendant des années, on a dit « Ah, Gideon Mantel, c'est celui qui a découvert les dents d'Iguanodon. » Faux. Madame les a trouvés. Parce que pendant que monsieur allait soigner des patients, madame, parce que monsieur était passionné de cailloux et de fossiles, madame, pour son mari, allait chaque fois dans les fossés, dans les petites carrières aux alentours où elle allait ausculter ses patients, et ben là, elle allait ramasser des fossiles pour son mari. Et c'est elle qui a découvert les dents d'Iguanodon qu'on a vu tout à l'heure. Donc la véritable découvreuse des dents d'Iguanodon et d'Iguanodon, enfin, c'est Marie-Anne Mantel, et non Gideon Mantel. Mais il est vrai que le premier à les avoir véritablement étudiés et décrits, c'est véritablement Gideon Mantel. Et d'ailleurs, il n'a pas forcément été très aidé par notre paléontologue français de l'époque, qui s'appelle Georges Cuvier. Je vais juste le mettre de l'histoire. Ah non, parce que pour lui, c'était juste du coco. Ah non, pour lui, c'était juste un reptile basique, c'était pas un truc nouveau. Voilà. Ah, quoi, même les très bons peuvent se tromper, parce que le père de la paléontologie, on peut le dire aujourd'hui, hein, et le père de l'anatomie comparée, ceux qui étudient justement les différences entre les différentes espèces animales et fossiles, c'est Georges Cuvier, qui est un cocorico, c'est un Français. D'accord. On est bien loti quand même niveau science. Dans le passé, on était bien loti, maintenant c'est plus trop le cas. Let's go la suite. Alors, la classification Sapiens, comme je l'ai promis, alors on va faire simple. Hein. Alors, on pourrait même, on n'a même pas besoin de ça. D'un côté, il y a les ornithischiens. J'adore ce terme, hein. Vous aussi vous l'adorez. Ornithischiens et zorischiens. Zorischiens, ça veut dire tout simplement bassin de lézard. Ornithischiens, c'est bassin d'oiseaux. À votre avis, lesquels ont donné des oiseaux? Les zorischiens, ceux qui ont un bassin de lézard. Et oui, je sais, c'est bizarre. En paléontologie, il y a toujours des trucs bizarres. Alors, ceux qui ont le bassin d'oiseaux, ils n'ont pas donné les oiseaux. Par contre, ceux qui ont le bassin de lézard, ils vont donner les oiseaux. C'est ce qu'on appelle une convergence évolutive. Alors, ça aussi, ça veut dire. Eh bien, tout simplement, selon le milieu, le mode de vie, on peut avoir des groupes d'animaux qui n'ont aucune parenté et qui vont avoir la même fonction. Alors, pour faire un très simple, regardez les oiseaux et les chauves-souris. On pourrait se dire que les oiseaux et les chauves-souris sont très proches. Eh ben non. Ils vivent tous les deux dans le milieu aérien. Ben, ils volent. C'est clair, ils volent. Ils ont tous une paire d'organes là, qui sont les ailes qui leur permettent de voler. Oui, c'est clair. Mais c'est pas ça qui va faire d'eux des animaux de la même famille. D'accord? C'est ça une convergence évolutive. Donc là, on a deux bassins qui sont quasiment identiques entre l'oiseau et les ornithischiens, mais ça n'a rien à voir. Les uns n'ont pas donné les autres. Comme par exemple les ptérosaures, vous voyez les grands reptiles volants que vous avez vus dans des vieux livres, là, comme le ptéradon, le quetzalcoatl et encore plein d'autres. Ben, ces grands reptiles volants n'ont jamais donné ni les oiseaux ni les chauves-souris. C'est une convergence évolutive. C'est vu qu'ils vivent dans le même milieu aérien et qui vivent quasiment de la même manière, et ben ils ont développé des organes identiques. Et ça ne fait pas d'eux des cousins. Par exemple, le tricératops et le rhinocéros, ils sont tous les deux quadrupèdes, ils ont des cornes, mais le tricératops n'est pas le parent, l'ancêtre du rhinocéros. Ça aussi, c'est une convergence évolutive. Encore là, on est très loin d'une convergence. Donc,
Pour faire simple, les ornithischiens... Non, on va d'abord faire les orischiens. Et encore, je ne vais pas vouloir dire la modification qui se fait en ce moment, parce qu'on va les perdre. Chez les orischiens, c'est simple. Il y a tous les dinosaures carnivores. Bon, déjà, là, faites simple, hein, chez les orischiens, bassin des arts, tous les dinosaures carnivores. De l'autre côté, avec les orischiens, vous avez les sauropodes. Les sauropodes, c'est très simple. C'est tous ces dinosaures avec des longs coups. Brachiosaures, Diplodocus, Apatosaurus, Titanosaures. Tout ça, ces gros animaux, ce sont des orischiens aussi. Et ce sont des sauropodes. Alors, on dit souvent les sauropodomorphes, parce que dedans, il y a des sauropodes et des prosauropodes. J'aime pas ce terme-là, et pour faire simple, c'est la forme primitive des sauropodes. D'accord? C'est une sorte de forme primitive. J'aime pas trop ce terme-là. On va dire que c'est pour un scientifique, c'est juste des cousins très proches qui ont vécu juste avant. Et il y en a même certains qui ont perduré jusqu'à l'époque des premiers sauropodes. Et c'est des cousins. D'accord? Et les ornithischiens, c'est tout le reste. Bah, c'est quoi tout le reste? Bah, c'est tous les animaux phytophages, donc ils mangent des plantes, mais qui n'ont pas de long cou. Donc les tricératops, les ankylosaures, ceux qui ont le dos cuirassé, les hadrosaures, bec de canard, les iguanodons, ceux avec les éperons qu'on a vu tout à l'heure, ça c'est les ornithischiens. Tout le reste, qui n'ont pas de très long cou, c'est les ornithischiens, ceux qui mangent de l'herbe, des végétaux. Et autrement, au cousin des dinosaures, qu'est-ce qu'on voit ici? Les ptérosaures, ce qu'on dit vulgairement bien souvent, les dinosaures volants. Et c'est pas des dinosaures. Oui, monsieur. C'est aussi des ptérodactyles. Alors, chez les ptérosaures, il y a des ptérodactyles. Ptérodactylus, d'ailleurs, qui a été décrit par Cuvier, d'ailleurs, je crois. Ptérodactylus aussi. Ouais. Ptérodactylus a été décrit par Cuvier. Oui. Non. Alors, justement, si tu veux t'informer sur le sujet, Nicolas, la dernière vidéo qu'il a postée hier, c'est sur les reptiles marins. Les monstres marins, les ichthyosaures, plésiosaures, pliosaures. T'as parlé des mosasaures, je crois, non? Oui, les mosasaures. Et les mosasaures, oui, avec effet. La suite. Je regarde, fais attention. Oh, morphologie des dents de théropodes. Alors, on va voir à quoi ressemble une dent de dinosaure. Quelle est son régime alimentaire? Tu l'avais trouvé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il mange? L'animal qui a une dent comme ça? Ah. C'est un carnivore. C'est un carnivore. D'accord? Bon, alors, quasiment tous les dinosaures carnivores, ils ont quoi? Ils ont des dents pointues. Alors là, on voit pas trop la pointe. Hein. D'accord? On voit pas trop la pointe. Parce que bon, elle a disparu. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que cette dent-là, elle est très compressée latéralement. Ça veut dire quoi? Elle est très plate. Un peu comme une dent de... Est-ce que vous connaissez un animal? J'ai entendu. Je l'ai entendu. Oui, de requin. Un peu comme une dent de requin. Si vous regardez une dent de requin, c'est triangulaire, un peu comme ça. Là, c'est bon marqué, mais là, c'est courbé. Je vois qu'il y a des dents de requin qui sont bien courbées aussi. Mais ça ressemble véritablement à une dent de requin. Et en plus, comme les dents de requin, mais par contre, chez les archosaures et même quasiment chez tous les tétrapodes, tous les tétrapodes, c'est l'un des seuls animaux qui a aussi des dents qui sont bicératulées ou bicrénelées. Ça veut dire quoi? Voilà. Elles sont dentelées sur les deux côtés. Par exemple, les crocodiles, c'est un côté. Donc là, c'est vraiment sur les deux côtés. Ça, c'est une caractéristique. Si vous trouvez une dent de dinosaure avec des crinières des deux côtés et recourbées, c'est sûr, c'est une dent de théropode. Là, vous n'aurez pas un crocodile comme ça. C'est une exception? Ah oui, on va en reparler tout à l'heure. Justement, on s'est mis à la page parce qu'on a eu une petite news hier et on l'a rajouté au... Vous voyez, on fait des découvertes tout le temps. On a une news là, depuis hier, et apparemment, il y a un dinosaure qui, bizarrement, était phytophage, donc il mangeait des plantes, et il mange aussi un petit peu de viande de temps en temps. Donc voici les dents de théropodes. Mais il existe des exceptions. Pour ceux qui ont suivi les petites animations que j'ai fait avec les enfants tout à l'heure, j'ai parlé des dents de tyrannosauridés, donc les tyrannosaures. Et bien les tyrannosaures font un petit peu exception à la règle. Je vous ai dit que la plupart des dents de théropodes étaient compressées latéralement, elles sont plates. Et bien chez les tyrannosaures, elles sont épaisses et coniques. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas la même fonction. La plupart des dents des dinosaures carnivores servent à déchirer et découper, trancher. D'accord?
Quand ils attaquent une proie, c'est surtout qu'ils attaquent voilà, à la saignée. On pense qu'ils fatiguaient leur proie en les martelant de coups de dents, en les déchirant à plusieurs endroits. Les proies se vidaient de leur sang, évidemment, bah, en perdant leur sang, ils se fatiguent, ils tombent, et là, ils se repaissent. Ils mangeaient leur proie. Ils faisaient comme ça. Alors que le tyrannosaure, avec Nicolas, on n'a pas forcément les mêmes idées. Avec Nicolas, moi, je pense plutôt que, bah, tu dis aussi qu'il était prédateur, quand même. Les plus jeunes. Ah oui, c'est vrai que cette hypothèse, je l'aime bien aussi. Les tyrannosaures, c'était de grands prédateurs pour moi, et leurs dents ne servaient pas à déchirer ou découper. Leurs dents étaient véritablement faites pour attraper et arracher, et non pas découper. Elles découpaient, parce que c'était quand même cératulé, mais elles découpaient pour bien pénétrer la chair. Par contre, elles découpaient pas véritablement en longueur. Et c'était vraiment fait pour agripper et que la proie ne puisse plus s'en aller. Alors, comme on dit avec beaucoup de spécialistes, et comme la plupart des gros prédateurs, mais même la plupart des prédateurs en général, les prédateurs sont des prédateurs opportunistes. Alors, est-ce qu'il y en a qui connaissent ce terme-là? Prédateur opportuniste. Alors, il y a un spécialiste là. Oui? C'est? Alors, c'est pas forcément qu'il va voler la proie d'un autre prédateur. Il peut le faire aussi, tout à fait. De temps en temps, oui, mais qu'est-ce qu'il peut faire autrement? Là, on peut voir qu'il peut voler une proie, c'est vrai. Comme par exemple une hyène avec un lion. En plus, ils sont souvent bisbillés, là. Il n'a pas besoin de chasser. Chasser, ça demande beaucoup de consommation d'énergie. Ah, il va courir, il va avoir une stratégie de chasse, il va se poster peut-être un endroit, après il doit choper la proie, en plus il risque de perdre quelques dents en plus dans la bataille. C'est pas forcément folichon. Donc qu'est-ce qu'il fait? Bah, lorsqu'il trouve un macabé, il va pas dire non, quoi. Il va se bouffer, quoi, le truc, hein. Ah non, il va pas dire non. Donc il va manger également de la charogne. Mais ces dents-là sont véritablement faits pour attraper, agripper. C'était plutôt pour moi un chasseur à l'affût. Et comme l'a dit Nicolas, il est fort probable que les petits étaient beaucoup plus sveltes et rapides, étaient plutôt peut-être des chasseurs plus actifs, plus agiles et plus rapides. Et peut-être que les parents, hein, ils devaient se repaître peut-être des proies tuées par les plus jeunes aussi. Parce que, alors c'est pareil, ça reste une hypothèse, il est fort probable que ces animaux aient été des animaux sociaux. Et c'est pareil, il est fort probable. On a trouvé des parents du Tyrannosaurus rex qui vivaient soi-disant en groupe, parce qu'on a trouvé plusieurs cadavres, enfin, plusieurs spécimens fossilisés au même endroit. Mais après, même la raison, elle peut être diverse. Ça peut être aussi un piège à prédateurs. Imaginez, vous avez des carcasses qui sont au milieu de sable mouvant, près d'un lac ou d'une rivière, bah, tous les prédateurs ils vont être attirés par la proie, et là vous allez trouver peut-être plusieurs prédateurs de la même espèce morts au même endroit. Mais est-ce que ça voudra véritablement dire qu'ils vivaient en groupe? Pas sûr. Mais là, apparemment, ça serait dû à une éruption volcanique, je crois. Donc ils auraient été figés en même temps lors d'une éruption, donc apparemment c'était véritablement un groupe. Après, ça reste à vérifier. Mais il est fort probable qu'ils vivaient en groupe. Voici à quoi ressemblait le Tyrannosaurus rex. Avec des jolies coupures. Est-ce qu'il y a une grosse controverse, justement? Tu peux passer à la suite. Merci. Autre exception, les Spinosauridés. Alors là, nous avons encore un autre théropode. Alors lui, c'est vraiment les théropodes atypiques chez les théropodes. Je vous ai dit que la plupart des théropodes, ils étaient quoi? Carnivores. Ça, c'est une bande carnivore? Oui. Oui, mais il est piscivore. Ah, bien joué, il est piscivore. J'ai vu ça dans Alors, un piscivore, c'est un animal qui mange des piscines. Non. Ah, il mange quoi? Il mange des poissons. Il mange des poissons. Et là, vous avez véritablement une dent d'un piscivore. Une longue dent effilée, quasiment droite, elle est courbée, mais très peu courbée par rapport aux autres théropodes. Celle-là, c'est vraiment une dent qui est faite pour harponner le poisson, le pêcher. Oui. Mais il ne pêche pas en regardant dans l'eau. Mais son nez, c'est comme un crocodile. Alors attention, parce que ça, là ça, t'as vu ça dans un reportage, je vois c'est lequel. Comme j'ai dit, attention. Non, c'est Planète Oui, Dinosaure. oui, c'est un reportage, je connais. Mais
comme je t'ai dit tout à l'heure, je te rappelle, quand tu vois quelque chose dans un reportage, ils le disent, hein, c'est souvent des hypothèses. On n'est pas sûr à 100%. Par contre, ces petites zones nerveuses au niveau du museau, oui, on a trouvé les traces aussi qui sont présentes sur le museau des Spinosauridés. Mais à savoir vraiment comment ils chassaient, comment ils se positionnaient pour attraper le poisson, ça on ne sait pas du tout. Ça c'est de l'extrapolation, c'est de l'hypothèse. C'est pas parce que vous voyez quelque chose dans un film, dans un reportage, que c'est véridique. Vérifiez toujours vos sources. Souvent ce sont des hypothèses. Je ne veux pas dire que c'est faux. Je veux dire que c'est juste une solution à l'équation. Et c'est pas forcément la bonne. Et regardez, là où vous avez une convergence évolutive, là vous avez ce qu'on appelle un on va essayer de trouver. C'est quoi cet animal? Oh, pas toujours les mêmes. Crocodile. Non. Crocodile. Non. Non. Labial. Bien. C'est un gavial. Très bien. Chez les crocodiliens, nous avons les caïmans, les alligators, les crocodiles et le gavial. Et le gavial, c'est vraiment un crocodilien. Alors, c'est pas un crocodile, c'est un crocodilien. Donc, la famille des crocodiles. C'est un crocodilien qui a un rostre qui est très allongé, avec des dents très longues, très fines, et qui ressemble beaucoup à celle du spinosaure. Et ce qui nous a permis de comparer et de se dire, bah, cet animal-là, il devait être comme le gavial, il devait être piscivore. Alors, on va voir à quoi il ressemblait d'ailleurs. Voilà, regardez, la tête d'un gavial et la tête d'un spinosaure. Il y a quand même de la ressemblance. Il y a quand même de la ressemblance. Par rapport, regarde, vous avez vu une tête de tyrannosaure. Est-ce que les tyrannosaures ont une aussi grosse tête? Non. D'accord. Non, les tyrannosaures ont une plus grosse tête. Est-ce qu'il a une aussi grosse tête que les tyrannosaures? Non. Il a la tête plus fine et plus longue. Un peu comme le gavial. Bon, pas aussi exagéré que le gavial, mais on s'en rapproche. Et ce qui est marrant aussi, c'est notre évolution de son aspect. On va pouvoir voir la suite. Voilà comment on imaginait l'animal il y a à peu près un petit peu moins d'un siècle. Parce qu'on l'a trouvé dans les années 20, je crois. Ou 30, non 30. 30, ouais. Par Stromer, donc un célèbre paléontologue allemand du début du XIXe siècle. Malheureusement, le premier spécimen qui a été découvert, alors il n'était pas complet, mais il y avait quand même pas mal d'éléments. Il y avait des vertèbres, des épines neurales, il y avait une partie de la tête, donc surtout un dentaire. Il y avait des griffes. Donc il y avait quand même pas mal d'éléments osseux de cet animal-là. Mais ont été, parce qu'il était au muséum de Munich, si je ne me trompe pas, si c'est Munich, et il a été bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc tout le spécimen a été perdu lors du bombardement de Munich. Et voilà l'aspect d'aujourd'hui. Eh ben non, il a encore changé. Voilà à quoi on pensait, il y a encore 5-6 ans, même pas, 3 ans. Il y a encore 3 ans, on pensait que le spinosaure ressemblait encore à ça. Et il a encore changé. Attention, le spinosaure il ressemble à ça. Ah oui, ça a encore changé. Vous voyez, là, son squelette, hein, et là, on voit vraiment une convergence évolutive. Ça vous fait penser à quoi, ça? Là, j'ai un croco, là. Hein. Un croco avec une voile. Alors, c'est pareil, l'origine de la voile, très controversée. Très controversée. Il y en a qui disent c'est peut-être une réserve de graisse. Il y en a d'autres qui vont dire c'est pour la régulation thermique. C'est très peu probable, d'ailleurs. Hein. Mais ça peut être aussi une reconnaissance entre espèces. Ça peut aussi être un dimorphisme sexuel. Alors est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que le dimorphisme sexuel? Si vous pouvez l'expliquer. Ah, alors juste au fond là. Oui. Alors non, c'est pas. Alors, ça peut servir à attirer. Un dimorphisme sexuel peut servir à attirer les femelles. J'ai pas le contraire. Mais c'est pas forcément l'utilité d'un dimorphisme sexuel. C'est oui. C'est le fait qu'il y ait deux apparences entre le mâle et la femelle. Par exemple, le paon et la panne. Ça, c'est un dimorphisme sexuel. Comme la poule et le coq. Comme la poule et le coq. De toute façon, alors il y a plusieurs dimorphismes sexuels. Il peut y avoir la stature, la proportion des membres, il peut y avoir la couleur. Il y a beaucoup de choses qui peuvent faire le dimorphisme. Le bois du cerf, par exemple, c'est un dimorphisme sexuel. Mais là aussi, ça lui sert au niveau des parades. Donc là, ça peut avoir une utilité pour la parade. Mais le dimorphisme sexuel, dans un premier temps, c'est véritablement une différenciation entre les deux sexes. Donc là, c'est peut-être que le mâle avait ça et peut-être que la femelle n'en avait pas. Ou peut-être plus petite. Ils ont pas trouvé d'autres.
On a trouvé énormément de spécimens, de restes. Parce que alors cet animal-là, on l'a trouvé dans les Kenken, donc c'est au Maroc, c'est au sud-est du Maroc, dans l'Atlas marocain. Et le gros problème, c'est que les zones où ont été trouvés les ossements, c'est une zone d'embouchure de fleuve. Qui dit embouchure de fleuve, dit des crues, dit du courant. Alors ça se fossilise bien, je peux vous dire, j'en ai vu, mais ouais, vous en avez un fossile, vous en avez deux fossiles des Kenken avec les originaux. Et la fossilisation est plutôt belle, hein. Belle fossilisation. Les os des Kenken, moi j'en ai vu, on a l'impression qu'ils ont été, oui voilà, ils ont été roulés. Vous faites ça, Nicolas? Bah oui, ils ont été brassés par l'eau parce qu'il y a du courant. Donc on trouve rarement des spécimens, comment dire, complets. On va trouver un morceau de vertèbre, une griffe par-ci. On trouve jamais de squelette, quoi. Ou alors très rarement, si vous trouvez un squelette en connexion, ça va être une main. Voilà. Et encore, je suis gentil. Donc c'est très rare. Donc c'est pour ça que le spinosaure, bah, vous voyez, vous avez les différentes couleurs. Bah, c'est les différents spécimens qu'on a trouvés. Vous voyez, il y a plusieurs couleurs l'animal. Hein. Et il y a même une couleur où c'est parce qu'on n'a rien trouvé. Par exemple le bleu. Le bleu, on n'a rien trouvé du tout. Il n'y a rien du tout. Et le vert aussi, je crois d'ailleurs. Oui. Et si le squelette, on dirait qu'il est bleu, blanc, rouge. C'est un dinosaure français. On pourrait lui mettre 2 étoiles à celui-là d'ailleurs. Allez, la suite. Ah, maintenant nous allons à encore une Sur les œufs? Non, c'est pas les œufs. Alors là, c'est les alors, mais moi, toi, j'ai du mal à les prononcer. Les Therizinosauridae. Alors les Therizinosauridae, ces dinosaures, c'est des théropodes. Et je vous ai dit tout à l'heure, les théropodes, ils mangent quoi? Ils mangent de la viande. Bon, on a vu un qui mangeait... de l'herbe. Non. Du poisson. Poisson, très bien. Et ben celui-là, apparemment, c'était ni l'un ni l'autre. Il avait plutôt une dentition, une morphologie d'ailleurs, quand on le voit, d'animal qui était plutôt, qui mangeait des plantes. Alors après, quelles plantes? Tubercules, des fruits, des feuilles. On ne sait pas trop, on n'a pas trouvé des restes estomacaux de cet animal-là. Donc voici sa dentition. Donc, vous voyez, elles sont quand même bicrénées, regardez ces dents. Elles sont bicrénées aussi, vous voyez, elles sont plus arrondies, les crénures sont plus grosses. Eh ben, alors, à votre avis, l'animal ressemble à quoi? C'est pas un dinosaure avec des immenses griffes. Bon, attends, on va voir. La suite. Je vais vous montrer d'autres. Alors, pour ceux qui savent, laissez mijoter un petit peu le truc dans la tête, là, hein, pour les adultes qui connaissent pas, ou même les enfants qui connaissent pas. Donc voilà, après on a trouvé ceci. Ah, sympa ceci. Ah oui, je le connais, ce dinosaure. Ah, il a des griffes balèzes, hein, le bestiau, hein. Il a des belles paluches, hein. Regardez ça, c'est... Je peux vous dire que le site de fouille, lorsque les premiers paléontologues ont découvert une griffe de dinosaure là, ils ont commencé à découvrir l'avant de la griffe, et ils ont cru que c'était une côte de tortue géante. Sauf que quand ils l'ont découvert et qu'ils ont vu le conduit déjà à l'arrière, je peux vous dire qu'ils ont dit ah non, je crois que c'est une griffe. Alors, vous voyez la griffe? Là, l'animal, on a dit, moi j'ai des griffes de tyrannosaure à la maison, j'en ai une griffe, j'ai une graine de tyrannosaure adulte, la griffe elle est comme ça. Là, on se dit, l'animal, ça va pas être forcément très sympathique à regarder. On a eu affaire à cette heure. Oh, eh ben, attendez-vous bien à frissonner de frayeur devant le Tyrannosaure. Je sais, il est un peu, je sais. Ouais, on a l'impression que là, s'il y avait véritablement un dieu qui avait fait ça, à mon avis, c'est gouré le matin. Il était mal réveillé, il avait la gueule de bois, il s'est dit tiens, j'ai des grosses griffes à long cou d'un côté, qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, je fais ça, d'accord? Bon, heureusement, vous inquiétez pas, je suis pas créationniste. Mais voilà, ça, c'est notre cher dino. Et à votre avis, il mangeait quoi? Quand on voit plus, on se dit, ouais, mon avis, il chassait pas du gros diplodocus. Hein. Déjà, à l'époque, il n'y avait pas de diplodocus, il y avait des sauropodes, mais il n'y avait pas de diplodocus. Mais, par contre, ça sert à quoi? Ou alors à gripper les branches. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire alors? Des hypothèses. D'accord, voilà. Alors par contre, les hypothèses que tu as données, elles restent plausibles. Tu as dit quoi? Se défendre contre les prédateurs. Se défendre contre les prédateurs, voilà. Et quoi encore? Et attraper les branches avec des feuilles. Peut-être attraper les branches, quoi encore? Grimper. Tuer des proies.
Il Ouais, des courgettes ou des tubercules qui se déplacent très vite. est à grimper, Là, je l'ai eu. Gratter, à grimper, à creuser. bah, Peut-être insectivore, pourquoi pas, c'est vrai, ça peut être plausible. Et là, gratter, j'ai entendu gratter et creuser pour déterrer les tubercules, les racines. et Pourquoi pas? pour Oui. aussi, pour marquer leur territoire, Alors là, moi je te dis, grimper, je pourrais dire, oh non, on a jamais trouvé tout ça. Mais peut-être que tu as raison. Peut-être que tu as raison. Bah, justement, dans 20 ans, là, quand tu seras paléontologue, hein, tu feras ta première thèse que tu feras, ce sera là-dessus, d'accord? Sur l'alimentation et l'utilisation des griffes chez le tyrannosaure. à grimper, pour grimper sur... T'as déjà vu un éléphant d'Afrique grimper en haut d'un séquoia? Non. et à grimper, Parce qu'il il est très grand. Il est très grand. Il s'appelle comment ce... Le tyrannosaure. aussi Ah, vas-y, dis-le. C'est un tyrannosaure. Des résinosaures. Ouais, mais moi j'ai du mal. Même que c'est de la famille Ah non. des tyrannosaures. Oui, c'est ça. Et t'en connais d'autres? Alaxosaurus, par exemple. Alaxosaurus, il y en a plein. Les Stégosaures. Stégosaurus, c'est aussi un tyrannosaure. Il y en a plusieurs. Plusieurs taxons, plusieurs espèces ou genres de cette famille. Ils les usaient pas, en fait. Comment? Ils les usaient pas, ces griffes. Sinon, elles seraient... Ah si, ils les usaient. Hein. Ils avaient de la corne. Ils avaient de la corne. Aussi, Ils poussaient régulièrement, un peu comme nos félins, les animaux. Et aussi à mettre dans le... Après, on connaît pas la vitesse de pouce de leur corne dessus aussi. Et aussi, bah... Est-ce qu'ils pouvaient les perdre, nos griffes? Lors d'un combat contre un prédateur, oui. Ils pouvaient là pousser, non, s'il perd une griffe, elle est perdue. Hein. Après, c'est s'il perd la corne qui est dessus, la corne peut repousser. Par contre, on perd une griffe, peu de chance. Hein. Vous coupez votre ongle, ça va repousser. Coupez votre doigt. Ça va pas repousser. Ah, ben là, c'est quasiment comme une phalange. Hein. Donc là, si vous enlevez la griffe, il n'y a pas rien. C'est la corne de la griffe. C'est très fragile quand même par rapport à la taille de la BCE. C'est vrai. C'est vrai. C'est fort. Ah, surtout que c'est grand hein, quand même. Je crois que c'est à peu près 6 mètres de long à peu près. 6-7 mètres. En plus, je dis 6-7 mètres, je dis oh mais c'est long, mais oui, il a une petite queue. Hein. Donc le reste, voilà. Bon, il a long cou. C'est pas faux. C'est pas faux. Ça vous fait un peu les pattes avant des dormes d'argent, je sais pas si... Oui, c'est vrai, tout à fait. Le film de Tim Burton. Ouais, ça lui fait, ouais, par contre, je pense pas qu'il coupait les cheveux avec. Je pense pas. Encore des exceptions, je suis désolé, il y a toujours des exceptions chez les dinosaures, même dans tout le règne animal, il y a toujours des Il y a exceptions. l'oviraptor. Ornithomimosauridés et les oviraptoridés. Alors là, vous voyez, là, là, il manque quelque chose. Des dents. Là, il est denté. Et lui, bah, pareil. Oviraptor, ça veut pas dire voleur d'œufs. Alors le pauvre. Parce que moi, je voudrais bien revenir sur ce dinosaure, parce que quand on étudie la morphologie de sa mâchoire, elle est faite pour briser de gros objets. C'est une pince, hein, c'est un casse-noix, hein, ce machin. Alors là, vous voyez, il y a une dent. Alors, c'est pas vraiment une véritable dent, c'est une dent palatine. C'est 2 crochets à l'intérieur du palais. On a déjà vu des... C'est magnifique d'ailleurs, un crâne d'oviraptor. Si un jour vous avez de l'autre, vous n'êtes pas forcément passionné, mais moi je vous jure, moi j'adore ce crâne-là. C'est très fin, on dirait vraiment du crâne d'oiseau. Alors là, vous avez d'oiseau. Bah, de toute façon, on le voit ici. Hein. Ça fait un peu penser un peu à du perroquet, d'ailleurs, psychacidé. Un petit peu. Et alors, oviraptor, pourquoi? C'est très bien fait de le dire, ça. Oviraptor. Oviraptor, pour ceux qui étaient avec moi tout à l'heure, je vous dis raptor, raptou, rapté, ça veut dire voler. Mais c'est tous des raptous. Parce qu'il avait des plumes. Voilà. Il avait des plumes. Ouais, comme... Alors, non, voler. Je vole. Regarde, là, je vais partir avec ça à la fin de ma conférence. Donc là, je vais rigoler. Mais pas On va pas vu voler les gens comme de la un télé. oiseau. Pas voler comme un oiseau. Pas voler comme un oiseau, c'est voler. Et ovi, c'est œuf, voleur d'œufs. Et bah, c'est une mauvaise réputation. Alors, peut-être que non, parce que je pense qu'il y a peut-être un régime à base d'œufs. Par contre, il pouvait y avoir un régime aussi de peut-être de sorte de fruits à coque. Hein. À l'époque où il vivait, il y avait des fruits. Mais la chose à savoir sur l'oviraptor, c'est que quand on a trouvé les premiers spécimens, on l'a trouvé sur des nids, avec les pattes comme ça dessus. Et on s'est dit, il était venu pour les bouffer. Ah non. Oh, le méchant, quoi. Et après, à côté de ces nids-là, on a trouvé un autre dinosaure qui était le Protoceratops. Et le Protoceratops, c'était une sorte
Vous voyez le Triceratops? Oui. Bon, imaginez un Triceratops qui fait la taille d'un cochon et qui n'a pas de cornes. Eh ben, vous avez le Protoceratops. Il avait une collerette comme le Triceratops, il n'avait pas de cornes. Il avait un gros bec de perroquet, pareil. Par contre, Et il c'est était taille un d'un. peu plus petit. Ah oui, la taille d'un cochon. La taille d'un cochon à peu près. Et notre cher professeur était à côté du nid. Ils se sont dit, les premiers paléontologues, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils n'ont pas été chercher loin. Hein. Ça, c'est le nid du Protoceratops et l'Oviraptor, qui est un théropode. Donc, dans l'esprit populaire à l'époque, même chez les paléontologues, un théropode, c'est un chasseur. Il était venu piquer les œufs du Protoceratops pendant que le Protoceratops protégeait son nid. Eh ben non. Il était comme ça. parce C'était que son nid. 16. Oui, protégé. C'était une femelle qui protégeait ses œufs. Donc la pauvre Oviraptor qu'on avait malheureusement tout de suite dénoncée comme la criminelle d'avoir volé les œufs dans ce nid-là, c'était son nid qui est protégé lors d'une tempête de sable. Et elle en est morte. Et même ses œufs sont malheureusement. Mais bon, maintenant elle est éternelle. Hein. Elle est dans un musée, elle va en Mongolie d'ailleurs, et je l'ai vue. Très beau spécimen d'ailleurs. Alors j'ai pas été le voir en Mongolie. Parce que quelquefois, certaines collections de fossiles font le tour du monde. Et il était passé à Paris, bon, ça fait déjà il y a plus de 20 ans, et moi je l'avais vu à Francfort. Magnifique collection. Et là nous avons les ornithomimosauridés. Alors, ça veut dire quoi? Mimos, qui mime, ornithos, ornithologue, qui imite l'oiseau. Ah bah, quand on voit le crâne. Et vous savez, dans cette famille de dinosaures, c'est rigolo parce qu'ils imitent tous quelqu'un. Alors on a l'ornithomimosaure. Alors lui, c'est vraiment le membre de cette famille-là qui a le nom de la famille. Donc il imite, c'est le lézard qui imite l'oiseau. Il y en a un autre qui s'appelle le Structiomimus, qui imite l'autruche. Et il y en a un autre qui s'appelle le Gallimimus. Ah, alors Gallimimus. Ah, je suis sûr qu'il y en a qui peuvent trouver. Le guépard. Est-ce qu'il y a des agriculteurs dans la salle? Non? Personne n'a jamais travaillé en ferme? Ou travaillé dans les élevages de volailles? Voilà. Gallinacé. Qui imite la poule. Tout simplement. Donc Gallimimus, c'est mimus, mimé, qui imite la poule. Et lui, par contre, alors ça, c'est pareil. Son régime alimentaire, on pense qu'il était un petit peu omnivore, qu'il mangeait un peu de tout, des petits vertébrés, des fruits, des tubercules. Après, c'est pareil. On n'a pas les traces, on verra vers la fin, on n'a pas les traces qui nous permettent de savoir ce qu'il mange. Donc voilà, les ornithomimosaures. Vous voyez? Oh oui, alors j'ai fait, vous pouvez regarder. C'est vrai que là, il y a de la ressemblance quand même. Hein. Vous pouvez pas me dire, c'est pas le même animal. Alors, il y a de la ressemblance. Il n'y a plus la queue hein, chez l'autruche, hein. On est bien d'accord, mais dans les grandes lignes, ça ressemble. Et voici l'Oviraptor. Et avec ses petits bébés, voilà, ses petits œufs. Et maintenant, on va aller voir tous les autres phytophages. Alors, vous voyez, tous les dents que j'ai mis, alors, c'était Apatosaure. C'était Apatosaure. On en cherchait le jour. On connaissait toutes les autres. Alors, ça, c'est Hétérodontosaure. On verra les photos après. Hétérodontosaure. Là, j'ai une dent de Platéosaure. Là, j'ai une dent de Diplodocus. Là, j'ai une dent d'Apatosaure. Et là, j'ai une dent de Stégosauridé, je crois. Oui, c'est ça, Stégosauridé. Je fais attention parce que j'ai mon prof qui est à côté aussi. La suite. Et donc là, j'ai donc l'hétérodontosaure qu'on a vu. Donc, vous avez la dent pointue. C'est juste une canine. Eh ben, je vous redis le nom. Hétérodontosaurus. Qu'est-ce que ça veut dire hétéro? Différent. Dont. On l'a vu tout à l'heure. Dents. Tosaures, rien. Lézard. Lézard à dents différentes. On a pu voir que lorsqu'on voit par exemple un maxillaire de tyrannosaure, quand on voit un crâne d'allosaure ou d'autres dinosaures, alors, il y a souvent une variété dans ces dents-là. Mais dans les grandes lignes, de l'arrière jusqu'à l'avant de la bouche, c'est toujours la même morphologie de dents qu'on a. S'ils ont des dents pointues, c'est les dents pointues les mêmes de l'arrière à l'avant de la bouche. Après, il y a une petite variation légère. Pour un non connaisseur, il ne verra pas la différence. Par contre, lui, il avait des sortes de dents un peu plus plates à l'avant, un peu comme les incisives. Il avait des canines, et il avait des dents un peu plus robustes et larges à l'arrière, un peu comme nos molaires.
Donc à cause de ça, on lui a donné le nom de hétérodontosaure, les lézards à dents différentes, en comparaison des mammifères un peu comme nous. Parce que nous, on est hétérodontes. Les mammifères, en règle générale, nous sommes hétérodontes. Nous avons des dents spécialisées, et chaque type de dent a sa spécialisation et sa fonction. Les dinosaures, non. Pourquoi? Eh ben, on va voir maintenant. Alors là, je vous ai dit, hein, la platéosaure, on l'avait vu tout à l'heure, dent d'apatosaure et diplodocus, et là, le stégosaure, oui, la dent qui était un peu en arc de cercle, eh ben, c'est celui-ci. Les dents des dinosaures phytophages et sont faites seulement pour faire une chose. C'est quoi? Couper. Broyer. Trancher. Non. Coupe. On verra ça tout à l'heure. Couper. Trancher. Trancher. Le reste, vous l'oubliez. Mais on verra tout à l'heure. Et il y a d'autres stratégies. Ça, par exemple, dans le Triceratops, fait pour trancher, couper, arracher des plantes robustes. Par contre, pas fait pour moi. Après, il y a d'autres utilités derrière qui permettent de broyer. Ah, la petite nouvelle, la petite news là, c'est celle-là. On vient juste de découvrir, alors c'est pareil, je fais toujours attention parce que quand on a une nouvelle découverte, moi je fais attention parce que j'ai pas encore vérifié toutes les ressources, toutes les sources. J'ai commencé à lire, j'ai lu l'article en entier, j'ai commencé à voir quelques articles de la bibliographie. Après, ça reste à vérifier. Les chercheurs se trompent aussi, hein. Il y a souvent de la révision. Mais là, on pense que cet animal-là, qui a pourtant une dentition de phytophage, on pense que lorsqu'il était jeune, vu l'étude de certains spécimens, lorsqu'il était jeune, il se nourrissait plutôt de viande. Ou qu'il avait un régime carné de temps en temps. Et que lors de son évolution autogénique, c'est quoi? C'est l'évolution de l'individu, de l'embryon jusqu'à la fin de sa vie, et ben on pense que sa dentition se modifiait et son régime alimentaire se modifiait. À la naissance, peut-être qu'il devait même se nourrir d'insectes, de petits invertébrés, et que plus ça allait, plus il allait plutôt sur une alimentation plutôt phytophage, donc à base de. Et voilà à quoi il ressemble. Et vous savez comment il s'appelle? Le pachycéphalosaure. Vous allez voir qu'il porte très bien son nom. Faux? Dracorex. Mais c'est un cousin Le roi des dragons. Mais c'est peut-être un cousin du pachycéphalosaure. Alors, excusez-moi du gros mot. Je vais lui expliquer quelque chose. Alors ça va être valable pour tout le monde. En latin, on ne chie pas, on fait caca. Tu sais pourquoi on dit ça? Parce que là, tu as dit pachycéphalosaure. Les CH, en latin, on ne dit jamais ch. On dit quoi? Donc, pachycéphalosaure. Eh, t'inquiète pas, quand j'avais ton âge, je faisais la même. Par exemple, je suis sûr que tu as dû dire quelquefois brachiosaure. Non, moi je disais brachiosaure. Eh ben, tu vois, et pourtant c'est quoi? C'est écrit comment? CH. Ouais. Si on dit pas chasmosaure, on dit casmosaure. Voilà. Donc tu verras, maintenant, dès que tu vois un nouveau nom de dinosaure où tu vois CH dedans, à chaque fois tu dis quoi? D'accord? Comme s'il n'y avait pas de... Et tu dis, en latin, on fait toujours caca, hein, d'accord? Et jamais, d'accord? Toujours caca. C'est un chat. On dit pas pachyrénosaure, on dit pas tyrannosaure. Tout à fait. Et il y en a plein comme ça. Et on dit pas chien, on dit K. K. On dit pas chien, on dit chien. Alors, les stratégies dinosauriennes. Oui, alors, juste pour une petite info, c'est bien pachycéphalosauridé. Et d'ailleurs, le Dracorex qu'on a vu tout à l'heure, ça serait une forme juvénile d'un autre dinosaure qui s'appelle pachycéphalosaure. C'est-à-dire quoi? Juvénile, c'est un jeune du même individu. Parce que le gros problème en paléontologie, on va dire que c'est le gros problème dans la science en général. Voyez, vous êtes chercheur, vous avez envie qu'on vous connaisse, et de laisser une petite trace de vous, d'Aeternam. Donc, dès que vous trouvez un ossement, vous essayez de faire en sorte qu'il n'a jamais été découvert, que vous inventez une nouvelle espèce. Donc, vous trouvez un animal qui ressemble un peu au pachycéphalosaure. Par contre, il est plus petit. C'est pas le même. Je vais même le nom. Et comme ça, c'est moi qui l'ai trouvé. Pour nous, c'est juste un bébé. Sauf que c'est un bébé. Donc, à l'heure actuelle, apparemment, il y a toute une révision qui se fait en paléontologie, surtout la paléontologie dinosaurienne, mais pas seulement. On est en train de revoir plein d'espèces, parce qu'apparemment, il y a dans les nombres d'espèces qu'on a, il y en a beaucoup où c'est des juvéniles ou des formes petites de certaines espèces, ou même mâles-femelles aussi. Dimorphisme sexuel. Par exemple, le cas du Saurolophus et du Parasaurolophus. Je pense qu'il y a peut-être, ou même les lambéosaures et certains corythosaures.
mâle-femelle. Donc il y a beaucoup de choses à revoir. Donc, au niveau des dimorphismes sexuels et au niveau des jeunes et les adultes, c'est très compliqué. Les stratégies dinosauriennes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors c'est pareil, j'ai pas de spécialiste en volaille. Dommage. Bon allez, on va essayer de voir ceux qui... Il y a des amateurs de très bonne cuisine à base de volaille et de poulet. Mais j'ai Donc vous savez cet organe un peu sombre là qu'on mange là. Le gésier. la côte. Et le gésier, c'est quoi le gésier? C'est alors c'est un estomac. Alors on va dire que c'est un peu un polygastrique, hein. Même les oiseaux en règle générale. Il y a deux estomacs. Il y a un estomac dit chimique et un estomac dit mécanique. Ils mangent les cailloux. Alors ils les mangent pas réellement, ils les avalent. Et oui, ils mangent des cailloux, ils avalent des cailloux. Parce que qu'est-ce qu'ils ont comme problème les oiseaux? Ils n'ont pas la bonne dentition. Il faut comment pour broyer leur nourriture? Ils ne peuvent pas, donc du coup c'est les cailloux qui les broient. Voilà, ils ont un estomac mécanique qui s'appelle un gésier. Donc maintenant, quand vous verrez votre gésier dans votre assiette, vous direz c'est un estomac mécanique. C'est toujours sensation à Noël. Alors ça, vous voyez, c'est un estomac mécanique. La poule mange des cailloux pour pouvoir digérer sa nourriture. C'est génial. Ouais, ça, c'est souvent. Et donc, ce gésier-là, il va permettre de broyer la nourriture. Et qu'est-ce que je disais sur les dinosaures tout à l'heure? Ceux qui n'avaient pas de... Qu'est-ce qu'ils faisaient avec leurs dents? Ils déchiraient et Parce ils arrachaient. qu'ils arrachaient, ils coupaient, ils tranchaient. Ils ne broient pas. Pourquoi? Parce que les reptiles et les dinosaures, ils ont un gros problème. Avec leur mâchoire, ils font ça. Bah oui, ils font juste du haut en bas, hein, c'est tout. Vous, quand vous mâchez, on va dire, faites avec moi. Vous faites quoi? Vous faites juste ça? Non. Vous faites des mouvements, légers mouvements de rotation. Vous avez vos condyles là, à l'arrière, qui vous permettent d'avoir des mouvements de rotation qui vous permettent de broyer. Les dinosaures, ils ne pouvaient pas faire ça. Donc, il fallait bien un moyen pour pouvoir broyer la nourriture. Et on a trouvé, au niveau des abdomens de certains animaux, des petits cailloux polis et qui n'ont rien à faire à cet endroit-là. C'est pas des cailloux qui viennent de la roche aux alentours. Donc, ils ont venu les ingérer. Et ils sont polis. C'est-à-dire quoi s'ils sont polis? Et voilà. Le thérizinosaure. Et on appelle ça comment? Comment on appelle les cailloux que certains animaux ingèrent pour pouvoir digérer? Et il y a deux noms. Est-ce que vous connaissez les noms? Stomatolite. Gastrolite, stomatolite. Ce sont les deux noms qu'on donne à ces petits cailloux qu'on trouve justement dans les estomacs, qui leur sert à broyer. Et donc voilà à quoi devait ressembler l'appareil digestif d'un dinosaure. Alors vous voyez, appareil digestif aviaire, d'un oiseau. Mais il est fort probable que, alors, vu la corpulence de certains dinos, ça devait être quand même assez différent. Mais dans les grandes lignes, on a trouvé même sur des momies, alors c'est pareil, on en a beaucoup parlé, le terme momie on n'aime pas trop, mais sur des spécimens très bien préservés, une très bonne fossilisation, où on a des empreintes de leurs tissus mous, même de leurs organes. On a trouvé un dinosaure, un hadrosaure avec ses organes, on a trouvé le jabot. Donc même maintenant, avec des spécimens très, très bien préservés, on a eu la preuve. Déjà, on le soupçonnait déjà à la base, qu'on avait un appareil digestif qui ressemblait à ça. Mais maintenant, on le sait. Parce qu'on a trouvé des spécimens déjà qui nous l'a prouvé. Le thérizinosaure, il mangeait des cailloux, lui. Il est fort probable. Je ne sais pas si on a trouvé des gastroïdes de thérizinosaure. Je sais même plus ça. Je ne parle pas tout bien. Comme je dis souvent, je ne suis pas omniscient. Je ne connais pas tout. J'essaie de connaître un maximum sur les dinosaures, mais il y a des choses. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. La suite, s'il te plaît, Nicolas. Ah, alors d'autres stratégies. Alors là, on avait les cailloux. Alors pourquoi les longs coups? Alors là, vous voyez deux types de longs coups. On a un long coup qui est plutôt comme ça. Vous voyez, celui-là, comme ça, d'accord? Et là, on a un long coup qui est plutôt comme ça. Alors, à quoi sert ce long coup-là? Attraper les feuilles. Non, mais attraper les feuilles qui sont plutôt où? En hauteur. En hauteur. Et là? En bas. Plutôt au milieu. Ouais, mais alors pourquoi il avait un long coup alors? Mais il aurait pu avoir un petit coup là et puis voilà, c'est c'est bon pour quoi. pouvoir se défendre. Non, c'est pour aller chercher plus loin. Je crois qu'il a. C'est quoi? Pour aller chercher plus loin à partir de. Alors ouais, on y est presque, on y est presque. Imaginez, vous êtes un animal comme ça. Vous consommez énormément d'énergie, parce que je ne sais pas si vous imaginez le poids que vous avez, mais c'est impressionnant, d'accord?
Il faut économiser un peu d'énergie. Oui, c'est bien. Bah oui. Il a